Il est 22 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 juillet 2012. Bonsoir à toutes et à tous. La fin d'un slogan, le travailler plus pour gagner plus, n'est plus à l'ordre du jour. Les heures supplémentaires ne seront plus défiscalisées. Reste à savoir quand. La gauche hésite sur la date, la droite crie au scandale. Du pain sur la planche pour Lionel Jospin. Dans 4 mois, il rendra publiques les conclusions de la commission qu'il préside, de la moralisation de la vie politique. Une commission qui doit démêler des sujets extrêmement politiques, le non-cumul des mandats, la réforme des modes de scrutin ou encore le statut pénal du chef de l'État. Ce sera le débat de ce 22 h avec nos invités, le constitutionnaliste Didier Mauss et Patrick Roger de la rédaction politique du journal Le Monde. Et puis, cette rafle du Veldiv que, selon un sondage, les jeunes Français ignorent. C'était il y a 70 ans. Plus de 13 000 arrestations de juifs par des policiers français. Dimanche, François Hollande présidera les commémorations officielles. L'écrivain Alain Vincenot a recueilli les souvenirs des derniers survivants et témoins de cette tragédie, pour que la mémoire reste plus vivante encore. Il sera avec nous à la fin de cette édition. C'est donc dans l'après-midi que Matignon a fait entendre sa voix. La date de la défiscalisation des heures supplémentaires pourrait être arrêtée au 1er août de cette année. À l'Assemblée, la valse hésitation a duré toute la journée. Les députés de la majorité avaient d'abord avancé cette date au 1er janvier, puis celle du 1er juillet, avant que Matignon n'avance son propre choix. On en saura plus demain lors du débat parlementaire. Une chose en tout cas est certaine, le travailler plus pour gagner plus, cher, vous le savez, à Nicolas Sarkozy, a vécu. Mounir Soussi. Secousse au PS autour du démantèlement d'un symbole du mandat de Nicolas Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires. Au départ, une taxation rétroactive était envisagée. En clair, les heures travaillées depuis janvier devaient être imposées. Mais face aux critiques à droite, la majorité a fait marche arrière. La taxation des heures supplémentaires est repoussée à juillet. Même si on nous dit juillet c'est mieux que janvier, un demi-scandale, ça reste un scandale. Et cette mesure est scandaleuse. Et on le voit en plus. Il y a eu un jeu de rôle sans pareil de la part du gouvernement et de la majorité. Le rapporteur général du budget socialiste a déposé un amendement, mais on voyait qu'il le faisait pour le compte du gouvernement. Sous la pression, ils ont reculé, pas assez. L'UMP exploite les hésitations à gauche. Dès ce matin, le gouvernement avait désavoué du bout des lèvres le calendrier proposé. C'était pas la proposition d'origine du gouvernement, ça résulte d'un amendement qui a été déposé devant la commission des finances. On disait que le gouvernement y était favorable. Non, le gouvernement aujourd'hui accepte que le débat ait lieu devant le Parlement. Nous allons déterminer avec le gouvernement la meilleure date, qui est une date, à mon avis, qui s'opère après l'élection du président de la République et de la nouvelle majorité. Matignon s'en mêle et ajoute à la confusion en défendant la fin de la défiscalisation pour le 1er août. Alors juillet, août ou même septembre, début de réponse demain pour les 9 millions de salariés concernés lors de l'examen de l'amendement en séance. Une bonne idée, en tout cas c'est ce qu'estime le ministre des Relations avec le Parlement, celle de taxer les super profits des industriels du tabac. Une idée avancée aujourd'hui par Jean-Marie Le Guen qui assure qu'une telle mesure n'aurait aucun effet sur le prix du paquet de cigarettes. Selon le député socialiste, en 4 ans, le chiffre d'affaires des fabricants aurait augmenté de plus de 26%. Thomas Raguet. 200 millions d'euros, c'est le montant que pourrait rapporter cette nouvelle taxe, selon son auteur Jean-Marie Le Guen. Le député socialiste est parti du constat suivant. Les bénéfices des cigarettiers ont augmenté ces dernières années en raison d'une hausse des prix et d'une consommation stable. Les 3 grands fabricants de cigarettes ont de leur côté répliqué, expliquant qu'ils répercuteraient cette éventuelle nouvelle taxe sur le prix du paquet, et donc sur le consommateur. Il rappelle par ailleurs que les taxes sur le tabac ont déjà rapporté à l'État près de 14 milliards d'euros cette année. Alain Vidalis, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a qualifié la proposition d'intéressante, tout en estimant qu'elle ne s'inscrirait pas a priori dans le débat actuel sur le collectif budgétaire. La commission des finances de l'Assemblée nationale a d'ailleurs émis un avis défavorable. L'amendement devrait, lui, être examiné en séance publique mercredi ou jeudi. L'adoption du pacte budgétaire européen nécessitera-t-elle un changement de la Constitution? Eh bien, pour en avoir le cœur net, François Hollande a saisi le Conseil constitutionnel sur cette très délicate question. En attendant sa réponse, d'ici un mois, ça grince déjà à gauche à l'idée de voter un texte qui inclut cette fameuse règle d'or de retour à l'équilibre budgétaire. De là à penser que le président parviendra à ses fins avec les voix de la droite. Élément de réponse avec Jérôme Rapier.
Le traité budgétaire européen réveille les divisions au Parti socialiste. Pas question pour l'aile gauche de voter la règle d'or malgré l'ajout du volet croissance au pacte européen. La règle d'or va trop loin pour les anciens tenants du non à la Constitution européenne. Donc je ne peux pas cautionner, c'est le pacte de stabilité empire. Il faut faire entendre l'aspiration des Français qui ont voté non et qui n'acceptent pas cette Europe qui va être encore plus austère et plus injuste qu'elle ne l'était auparavant. Ces socialistes réticents seront appuyés par le front de gauche qui réclame un référendum sur la règle d'or. Et les écologistes s'interrogent encore sur la position à adopter. C'est donc à droite et au centre que François Hollande et son gouvernement iront trouver une majorité. C'est pas donner une majorité à François Hollande, c'est donner une majorité à l'Europe. Nous, en ce qui concerne les centristes, qui avions voté oui au référendum européen, nous sommes vraiment très européens, très fédéralistes. Et quand le gouvernement de François Hollande cautionnera une politique fédéraliste, nous la soutiendra. Des élus UMP voteront également ce texte car largement négocié au mois de mars par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Lors du dernier Conseil européen, François Hollande s'était félicité d'avoir obtenu l'ajout du volet croissance au traité. Ironie du sort, il devra compter sur l'opposition pour le faire adopter. En tout cas, s'il en est un qui est absolument convaincu que seul un référendum est légitime pour adopter ce pacte européen, c'est Nicolas Dupont-Aignan. L'ancien candidat souverainiste à la présidentielle accuse le président Hollande d'espérer, je cite, contourner le peuple. Il s'agit là, poursuit-il, d'une belle fumisterie. Ça a été l'une des annonces de l'intervention présidentielle du 14 juillet, la création d'une commission sur la moralisation de la vie publique, un engagement de campagne de François Hollande, qui recevait ce matin Lionel Jospin, à qui revient donc la charge de présider cette commission. Sandra Cerquera. Retiré de la vie politique depuis 10 ans, mais très actif dans la campagne présidentielle, Lionel Jospin revient aux responsabilités. Il va présider la commission sur la rénovation de la vie publique. Les sujets qui l'attendent sont nombreux. La recherche d'un meilleur déroulement de l'élection présidentielle, avec un regard notamment sur le statut juridictionnel du chef de l'État. Une réflexion sur la réforme des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Et puis enfin, le troisième grand champ de réflexion, sans que j'entre dans les détails, va concerner des règles de déontologie permettant d'assurer une meilleure transparence à la vie publique. Une commission paritaire qui comporte 14 membres, des universitaires, des hauts fonctionnaires, mais aussi, et c'est une surprise, Roselyne Bachelot. À part l'ancienne ministre UMP et Lionel Jospin, aucun membre n'est issu d'un gouvernement. Ce que regrette la patronne des sénateurs communistes, qui dénonce un manque de diversité politique. Pour les écologistes, la composition de cette commission doit être modifiée. À droite, on s'interroge sur son utilité. C'est une commission Jospin, formée de gens qui ne font plus de politique ou qui n'en ont jamais fait, qui va dire comment doivent être faites les élections politiques. On ne peut pas en parler au Parlement. Ça sert à quoi le Parlement ? La commission Jospin se réunira dès le 25 juillet. Un rapport doit être rendu début novembre. Alors, pour évoquer cette commission Jospin, deux invités sur le plateau de Public Sénat ce soir. Didier Mausse, constitutionnaliste, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Patrick Roger, du service politique du Monde. Patrick Roger, Lionel Jospin qui reprend donc du service. C'est finalement une belle récompense pour celui qui était très actif pendant la présidentielle en soutien de François Hollande. Une récompense, je ne sais pas. Je crois que François Hollande a eu envie de mettre une sorte de sage, ouais, comme Nicolas Sarkozy lui-même l'avait fait avec Édouard Balladur. Bon, on met ou Alain Juppé et Michel Rocard sur le grand emprunt, c'est-à-dire bon pour faire passer des projets de loi qui de toute façon sont dans les tuyaux. On fait précéder ça de la mise en place de commissions sous l'égide de ces sages. Bon, Lionel Jospin à gauche remplit cet office-là. Je crois que en dehors de ça, les choses sont largement, la feuille de route est largement écrite à l'avance. Donc vous nous dites quand même que c'est une commission qui va servir à quelque chose. Il y en a d'autres qui ont finalement servi à pas grand-chose. Oui, parce que là, de toute façon, sur ces questions-là, tout ce qui concerne la moralisation de la vie politique, les modes de scrutin, bon, forcément,
le Parlement va être directement associé, contrairement à ce que disait Roger Carucci tout à l'heure dans votre reportage. Le gouvernement ne pourra pas faire l'impasse sur le Parlement parce que de toute façon, il est directement concerné. Donc on est là au cœur d'un sujet politique. Il va falloir déminer un tout petit peu. On sait quels sont les enjeux. Même dans la feuille de route de la Commission, c'est inscrit. Et puis à partir de là, ce sont vraiment des choix politiques qui sont en jeu. On va revenir sur tous ces points. Didier Mauss, moraliser la vie politique, ça veut dire quoi? En fait, c'est un mouvement qui a été déjà entamé, en particulier par Nicolas Sarkozy. Qui a même été entamé, je dirais, par Lionel Jospin. Parce que c'est quand même Lionel Jospin qui a été le premier Premier ministre à demander à ce que les membres du gouvernement ne soient plus chefs d'exécutifs locaux, maires de grandes villes ou présidents de conseils généraux ou régionaux. Alors, est-ce que c'est une mesure... Bon, est-ce que c'est une mesure de moralisation? C'est une question d'étiquette, si vous voulez. Il ne faut pas non plus survaloriser le mot moralisation. Il y a des questions d'emploi, il y a des questions d'emploi du temps, il y a des questions simplement de pratique. Bon, la France d'aujourd'hui n'est plus la France de 1980 ou de 1981, parce qu'il y a eu la décentralisation, et il faut en tenir compte. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'une réflexion sereine sur, effectivement, un certain nombre d'aspects de la vie publique est toujours une bonne chose. Si on peut améliorer la République, son image et son fonctionnement, c'est positif. Simplement une chose, le sujet n'est pas nouveau. Ça fait longtemps effectivement qu'il est sur la table. Et dernier exemple en date, c'était sous Nicolas Sarkozy. En 2010, on se rappelle l'épisode Woerth, etc., enfin, tout ce qui s'en était suivi. Et Nicolas Sarkozy lui-même s'était engagé à moraliser la vie politique, avait constitué République irréprochable. Ça c'était l'engagement de 2007. Bon, on est passé de 2007 à 2010, et puis 2010, il met en place une commission présidée par Jean-Marc Sauvé qui rend ses conclusions. Un projet de loi est présenté en Conseil des ministres et ce projet de loi n'a jamais été débattu au Parlement. Alors parlons des sujets qui sont inscrits dans la feuille de mission qu'a présentée François Hollande à Lionel Jospin. Le cumul des mandats, par exemple, c'est un sujet extrêmement politique, surtout ici au Sénat où l'on sait fort bien que ça fait grincer beaucoup de dents dans la majorité sénatoriale. Et là, Lionel Jospin va falloir déminer ce sujet. Voilà, non mais encore une fois, je pense que cette commission est surtout surtout un office de déminage. Bon, le terme est pas très beau et pas très élégant. Mais on sait ce qu'il veut dire. En fait. Mais voilà, il va entendre les différents acteurs. On sait que à gauche, au sein, de toute façon, à droite, les choses sont claires. Le cumul. C'est quasiment consanguin à la droite. Bon, à gauche, cela fait encore débat. La plupart des élus, une fois qu'ils sont élus, ont plutôt tendance à penser que finalement c'est pas une si mauvaise chose. Surtout dans une assemblée qui représente les territoires. Mais il reste une chose, c'est que le cumul aux yeux de l'opinion publique est un des facteurs les plus rejetés dans la vie politique. Donc il va falloir avancer sur cela. Il y a des facteurs de blocage et au sein de la majorité, que ce soit au PS ou chez les radicaux de gauche, etc., mais qui sont autant d'alliés importants, qui font la majorité ici, surtout au Sénat, eh bien, il va falloir trouver des termes de compromis. Autre sujet extrêmement brûlant, Didier Mauss, c'est le problème de la réforme des scrutins et des modes de scrutin, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors pour l'Assemblée, il y a cette risque avec une dose de proportionnelle de faire rentrer, par exemple, le Front National beaucoup plus massivement qu'il n'est représenté aujourd'hui. Au Sénat, on sait également que la majorité de gauche est extrêmement faible.
Alors, si vous voulez, c'est pas grâce à une loi électorale, qu'on fabrique une majorité. Hein. Pour avoir une majorité, il faut d'abord qu'il y ait des électeurs. Bon, je crois que c'est vraiment une donnée de base qu'il faut toujours rappeler. Et si la gauche est devenue majoritaire au Sénat il y a un an, c'est parce qu'il y a eu des changements de majorité dans les collectivités locales et notamment dans les communes. Et donc le corps électoral a changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours là aussi améliorer. Est-ce qu'il faut remonter le seuil de la proportionnelle, ou plutôt l'ABC en l'occurrence? Est-ce qu'il faut modifier la composition du collège sénatorial? Je veux dire, c'est un sujet qui doit être ouvert. Lionel Jospin avait dit à une époque que non pas le Sénat était une anomalie, mais le mode de désignation des sénateurs était une anomalie. Et effectivement, il y a une réflexion à mener. Pour l'Assemblée nationale, qu'est-ce que veut dire une dose de proportionnelle? Si elle est ridicule, j'allais dire, moins de 10%, honnêtement, ça n'a aucun sens. Et si elle est importante, aux alentours de 20%, elle va heurter les intérêts bien compris des deux grandes formations politiques, l'UMP et le PS. Il faut voir que les deux formations ont intérêt au scrutin majoritaire. Au-delà de toute discussion idéologique, parce que quand on est le parti dominant, il y a une prime majoritaire. Alors, ce n'est pas du tout le cas du Front de gauche, ce n'est pas le cas des écologistes, etc. Mais j'allais dire, un parti politique a aussi à tenir compte de ses propres intérêts. Donc tout dépendra du dosage que voudra bien distiller la commission Jospin sur ce point. Moi je trouve que le système idéal à l'Assemblée, mais je sais qu'il ne sera pas adopté, c'est le système allemand. C'est-à-dire la moitié des députés sont élus au scrutin majoritaire dans les circonscriptions et la moitié au scrutin proportionnel sur des listes nationales. Mais c'est un système qui est trop beau pour être transposable en France. Alors, messieurs, je vous suggère de regarder la question, en tout cas les résultats de la question Internet que nous avons posée aux internautes de notre partenaire, le Figaro.fr, à propos de cette commission Jospin. Croyez-vous en son efficacité? Vous êtes une très forte majorité, 87%, à avoir répondu non à cette question. On verra quoi dans 4 mois, ça va aller vite. Oui, mais enfin ce sont les lecteurs du Figaro. Et de toute façon, ce n'est pas la commission Jospin qui fera la loi. Bien sûr, on en reparlera ici même au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, messieurs. C'est un tournant dans la révolte contre le régime syrien. C'est désormais à Damas même, comme vous pouvez le voir sur ces images, qu'ont eu lieu pour la première fois de très violents combats entre l'armée fidèle à Bachar el-Assad et les rebelles. La Croix-Rouge internationale estime aujourd'hui que la Syrie est désormais en situation de guerre civile. Demain, Kofi Annan tentera de convaincre la Russie, qui refuse toujours de sanctionner le gouvernement syrien. En attendant, et ce n'est jamais un très bon signe, la flotte américaine accélère dans les eaux du Golfe le déploiement d'un nouveau porte-avions. L'info du monde, c'est aussi en Espagne. Le tour de l'info, justement, il est signé ce soir, Elisa Bertolomé. Les Espagnols en masse dans les rues de Madrid. Depuis le 11 juillet, ils protestent contre le nouveau plan de rigueur. Le gouvernement cherche à économiser 65 milliards d'euros. Premier touché, les fonctionnaires. Après avoir diminué leur salaire de 5%, le gouvernement vient de valider la suppression de leur prime de Noël. Presque l'équivalent d'un mois de salaire. On est ici car on en a vraiment marre. On nous supprime tout. On a perdu 5% de salaire, l'impôt sur le revenu a augmenté et ils vont nous supprimer la prime de Noël. Et ce n'est pas tout, hausse de la TVA, baisse de l'indemnité chômage, le tour de vis est sévère et les prévisions déprimantes. Le FMI table sur une poursuite de la récession espagnole jusqu'en 2013 au moins. Autre pays touché par les mauvaises prévisions du FMI, la France. La croissance de notre pays est estimée à 0,3% en 2012 et 0,8% en 2013. La zone euro reste l'homme malade avec une croissance en récession de moins 0,3% en 2012. Raison de cette morosité, les difficultés des banques. La croissance mondiale s'établit elle à plus 3,5% cette année et ce grâce aux bons chiffres des pays en développement, plus 5,6%. Sénateurs et maires, sénateurs et présidents de région, on croyait les élus socialistes favorables au cumul des mandats. Eh bien non, pas tous. Mené par Claude Guillain, une vingtaine de sénateurs socialistes a lancé aujourd'hui un appel pour mettre fin au cumul des mandats. Il y a un débat au sein de notre Assemblée, dans notre groupe, sur cette question, comme il y a un débat dans le parti sur cette question. Je vous dis encore, les arguments pour et les arguments contre se valent. Maintenant, c'est une question d'arbitrage. Une initiative qu'ils disent en accord avec le projet de François Hollande et les sénateurs rassurent leurs collègues plus réticents. Même en renonçant à leur mandat exécutif, ils ne perdent pas leur ancrage local.
J-11 avant le début des Jeux Olympiques. Les athlètes français ont reçu aujourd'hui un soutien de poids. François Hollande est venu leur rendre visite à l'INSEP, lieu de préparation des sportifs. Enjeu, encouragement, reconversion des sportifs à la retraite, question des primes aux médaillés. Le président a assuré les futurs champions de son soutien et même de son soutien fiscal. Je ferai en sorte que la fiscalité soit lissée sur plusieurs années, puisque ce sont des primes par définition exceptionnelles. Pas de généralisation à tous les sportifs. En revanche, seuls les médaillés olympiques seront concernés. À l'INSEP, le président a visé juste, presque en plein dans le mille. Lui ne risque pas d'être touché par les lissages de salaire. Le footballeur brésilien Thiago Silva vient de signer au Paris Saint-Germain. Montant de la transaction réalisée par le principal actionnaire du club, le Qatar, 46 millions d'euros. Un record pour la Ligue 1 française qui suscite le commentaire narquois du dessinateur Rançon. C'était il y a 70 ans, une rafle, 13 152 juifs arrêtés et un grand nombre parqués au Veldiv par la police française. Une première et tragique étape vers les camps de la mort dont aucun des enfants arrêtés ne devait revenir. Dimanche, une commémoration officielle en présence du chef de l'État se tiendra sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver près de la Tour Eiffel. Si la République sait se souvenir, il n'en est pas de même pour des jeunes Français. Selon un sondage commandé par l'Union des étudiants juifs de France, eh bien, une forte majorité des moins de 35 ans ne savent pas ce qu'est la rafle du Veldiv. Isaura Guillot. Émotion ce matin dans la cour de l'ancien camp d'internement de Drancy. La commémoration des 70 ans de la rafle du Veldiv. Une commémoration qui, pour une majorité de jeunes Français, n'aura aucun sens. Selon un sondage CSA, 60% des 18-24 ans ne connaissent pas cet épisode sombre de l'histoire de France. Le Veldiv, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la déportation des Juifs. Et je ne sais pas énormément sur le sujet. Ce sont des policiers français en collaboration avec des policiers allemands qui ont déporté des Juifs de tous âges dans un stade. Les jeunes ne sont pas les seuls à avoir des lacunes. Le sondage révèle qu'en moyenne, 42% des personnes interrogées ne savent rien de cette rafle. Plus surprenant encore, un quart des plus de 65 ans n'en avaient pas non plus entendu parler. Ces résultats-là démontrent d'une urgence dans la manière de revoir, de renforcer l'enseignement de l'histoire de la Shoah, mais également de considérer qu'il y a de nouvelles pédagogies à inventer, à penser pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui. Le chiffre de 85% des Français considérant la transmission de la mémoire de la Shoah importante rassure l'Union des étudiants juifs de France. Actuellement, 2 expositions perpétuent cette mémoire, l'une au mémorial de la Shoah et l'autre à l'Hôtel de Ville de Paris. Une 3e intitulée « La rafle du Veldiv, les archives de la police » s'est ouverte aujourd'hui à la mairie du 3e arrondissement. Merci d'être avec nous, Alain Vasto. Vous signez ce livre Veldiv à propos de cette date tragique, le 16 juillet 1942, aux éditions de l'Archipel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui ignorent ce fait tragique de l'histoire de France, la rafle du Veldiv? Je trouve que ce sondage est accablant. Accablant parce que, surtout dans la période actuelle où on voit un retour de l'antisémitisme avec des actes de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Et donc, si on oublie où mène l'antisémitisme, ou jusqu'à quelles atrocités, comme tout à l'heure vous parliez de la déportation de ces 4000 enfants arrêtés le 16 juillet 1942, des enfants, des gamins que l'on a arrachés de chez eux pour les pousser dans des wagons à bestiaux et les conduire dans les chambres à gaz. C'est horrible. Alors je rappelle la date, 16 juillet 42, 13 000 arrestations de juifs, 8 000 d'entre eux donc sont parqués au Veldiv, le reste ira à Drancy. Vous avez rencontré des survivants de cette tragédie. Que vous ont-ils dit? Quelle est aujourd'hui la teneur de leur témoignage? La teneur de leur témoignage, c'est, en gros, ils voudraient que l'on n'oublie pas. Longtemps, ces survivants se sont tus, ont préféré... il fallait reconstruire une vie, il y avait la famille, il fallait s'occuper des enfants, il fallait éviter évidemment de transmettre un héritage un peu trop lourd à supporter par des enfants. Donc, ils se sont montrés discrets. Mais maintenant, ils veulent transmettre
ce qu'ils ont vécu, transmettre cette mémoire pour ne pas que ça disparaisse. On imagine qu'ils se souviennent encore, j'allais dire heure par heure, de ce qui s'est passé à cette époque. Oui, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on les interroge, on a l'impression que pendant des décennies, une armoire s'est refermée sur ce passé, et lorsqu'on les interroge, eh bien, ils ouvrent cette armoire, et des petits détails, des anecdotes ressurgissent. Ils sont reconnaissants à Jacques Chirac d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans cette période. Oui, cette phrase, notamment ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. Oui, ça a été vraiment un discours historique. Alors, un véritable tournant. Peut-être peu, mais c'est ce fameux René Bousquet qui était à la manœuvre. C'est pour une opération qui finalement était très minutieusement préparée avec l'occupant. Ah, c'était très minutieusement préparé. On avait utilisé notamment les fichiers réalisés lors du recensement de septembre 1940. Et on avait tiré de ces fichiers 27 000 noms et 12 000 ont été arrêtés. Mais c'était très précis, très organisé. Les policiers savaient où ils allaient. Ils savaient qu'à tel endroit habitait monsieur Alain Brunner, qu'à tel endroit habitait madame Wattenberg. Ils savaient précisément. Et c'est la police française, bien sûr, qui a mis en œuvre ces rafles. Il y en a eu plusieurs. Qui a mis en œuvre et qui l'a exécuté. Est-ce que l'occupant nazi demandait explicitement ces rafles? Demander des rafles, oui. Demander un certain nombre de juifs. D'ailleurs, il y a eu des discussions avec Pierre Laval. Pierre Laval, d'ailleurs, qui a, lors d'un conseil des ministres à Vichy de 10 juillet... Président du Conseil de l'époque. Oui, président du Conseil de l'époque, rappelle qu'il a obtenu des autorités allemandes que celles-ci permettent à la France de déporter en même temps les enfants, en même temps que les parents. Il précise par souci d'humanité. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions d'abord dans la population parisienne de l'époque? Jusqu'à présent, la population parisienne était assez indifférente au sort des Juifs. Et puis, ça a commencé à tourner avec l'étoile jaune, un mois avant la rafle. Là, quand même, les gens ont trouvé que c'était un peu dur. Bon, parce que la population parisienne était prise par ses propres préoccupations, il y a des restrictions, il y avait beaucoup de choses, la vie était très difficile. Mais cette rafle a vraiment bouleversé les Parisiens. Et il y a eu aussitôt des filières de secours qui se sont mis en place. Il y a eu la déclaration de Monseigneur Suard, le cardinal archevêque de Paris. Le 22 juillet. 22 juillet, oui. Il écrit ne pas pouvoir étouffer le cri de sa conscience, en parlant des droits imprescriptibles de la conscience humaine. Absolument. Ouais. Et là, ensuite... Le mois suivant, au mois d'août, il y aura la rafle dans la zone libre, avec également 10 000 juifs, une dizaine de milliers de juifs arrêtés. Et on aura les évêques de Montauban, de Toulouse, de Marseille, de Lyon, qui vont protester. Et il y a un véritable tournant. La rafle a provoqué un choc dans l'opinion publique. Merci beaucoup Alain Vincenot de nous avoir, j'allais dire, rafraîchi la mémoire autour de cette date du 16 juillet 1942, la date de la rafle du Veldiv. Et bien sûr, je vous encourage tous à lire ce livre paru aux éditions de l'Archipel. Ce sont des survivants qui témoignent de cette époque tragique. Merci encore Alain. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain, bien sûr, à 22h jusqu'à la fin de cette saison. À suivre sur l'antenne de Public Sénat un documentaire, Vie d'ouvrier. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée à tous. Merci. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce bâtiment ici? Non. En fait, je sais qu'avant c'était une usine. Vous savez dans quel bâtiment on est ici? Dans les locaux qui sont loués par le Conseil général. En fait, c'était une usine et lors d'une grève en 1904, les patrons ont tiré sur les ouvriers, faisant 3 morts et 40 blessés. Ça a défrayé la chronique.
sur mon pays. Tu connais pas? Pas du tout, non. 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 L'histoire, non. Ah non, non, j'étais pas né alors à cette époque-là. Mais il y a eu un meurtre, même il y avait un ouvrier qui est mort. C'était dans les années au début du XXe siècle. Alors qui est-ce qui vous a raconté ça? Ben, parce que j'étais syndiqué, moi. Alors dans les syndicats, on raconte cette histoire-là? Bah oui. Il y en a 3 qui sont morts. Non, moi j'ai entendu parler de 1. Ah, bah même les syndicats, ils savent plus compter. D'habitude, ils en disent toujours ouais, plus. Mais ça fait longtemps qu'on m'a raconté ça, alors peut-être que la mémoire me... Vous savez que vous êtes le premier qui connaît l'histoire de ce bâtiment? Bah dis donc, les Français, ils ne le connaissent pas? Hein? Non. Ils la connaissent pas? Non. Ah bah dis donc. Moi qui suis étranger alors. Allez, et on connaît l'histoire de France. Que l'histoire des horlogers savoyards ne soit pas très connue, c'est pas très étonnant. Au-delà de la mémoire paysanne ou de la mémoire touristique qui est très souvent mise en avant aujourd'hui pour présenter la Savoie, ce qu'on oublie très souvent de signaler, c'est l'importance de cette mémoire ouvrière, de ces gens qui, au fil des derniers siècles, ont bâti le pays, façonné la pente, ouvert des routes, construit des barrages, bâti des usines, pour faire ce que la Savoie est aujourd'hui et qu'on oublie très souvent de démontrer au profit d'une image beaucoup plus touristique de stations de sport d'hiver ou de produits autour du terroir. Il y a le charbon qui brûle, ou l'eau qui ruisselle, bondit, cataracte et dévale. Le charbon rare et cher, l'eau qui coule de source, l'eau qui ne coûte rien. Un beau jour, les hommes se sont dit que toute cette eau pouvait devenir de l'électricité, à condition de la forcer, de la contraindre, de lui barrer la route. Si l'histoire ouvrière du XXe siècle débute en Savoie dans la douleur, l'arrivée de la houille blanche au pied des montagnes à une époque où l'électricité ne se transporte pas provoque une toute autre révolution, technologique cette fois-ci. Elle aura pour conséquence d'amener avec elle le salariat pour des milliers d'ouvriers dans ces lointaines vallées alpines. L'industrie, elle arrive ici comme un vrai coup de tonnerre dans un carré de pré immense. Ça se passe dans les années 1895 et il y a 4 raisons essentielles. La première, elle tient à l'invention de l'hydroélectricité. Qui dit four électrique dit besoin d'électricité, qui dit besoin d'électricité dit besoin d'eau, et ici elle coule partout.